Bonjour, c'est Gabrielle. Aujourd'hui, Red Butler. Le salon de la maison Butler résonnait du bruit sec des cartes battues avec expertise. Red, 19 ans, observait son père disposer le jeu sur la table d'acajou, cette même table où tant de fortune avait changé de main au fil des années. Mon garçon, déclara le vieux Butler en ajustant ses manchettes, il est temps que tu comprennes que la vie n'est qu'une partie de poker permanente. La différence entre un gentleman et un aventurier, c'est que le gentleman sait quand se retirer et l'aventurier sait quand doubler sa mise. Red sourit, ce sourire en coin qui deviendrait sa signature. Et lequel suis-je censé être, père ? Cela, mon fils, reste à déterminer. Cette conversation marqua le début de l'éducation véritable de Red Butler. Car si l'académie militaire lui avait appris la discipline et les bonnes manières, c'est dans les tripots de Charleston qu'il allait apprendre la nature humaine. Les premières sorties nocturnes de Red l'amenèrent dans des établissements que les dames de la bonne société ne mentionnaient jamais, pas même à voix basse. Là, sous les lampes à huile vacillantes, il découvrit que l'argent n'avait pas d'odeur, mais que la peur en avait une, âcre et révélatrice. Il apprit à lire les visages comme d'autres lisaient les journaux. Cette crispation imperceptible qui trahissait un bluff, cette lueur dans l'œil qui annonçait une main exceptionnelle, cette façon de tenir ses cartes qui distinguait l'amateur du professionnel. Un soir de mars, alors qu'une pluie battante fouettait les carreaux du Sailor's Rest, Red fit la connaissance de Belle Whitling. Elle n'était alors qu'une jeune femme aux yeux fatigués qui servait les boissons, mais elle possédait cette intelligence pratique que Red respectait par-dessus tout. « Vous jouez bien pour un jeune homme de bonne famille, lui dit-elle en remplissant son verre. Mais vous jouez encore avec votre cœur, c'est dangereux. Et vous, Belle, avec quoi jouez-vous ? Avec ma tête, toujours avec ma tête. Le cœur, c'est un luxe que les gens comme moi ne peuvent pas se permettre. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Red. Il comprit ce soir-là que Belle et lui étaient des exilés volontaires de leur propre classe sociale, chacun ayant choisi l'authenticité plutôt que l'hypocrisie dorée de Charleston. Les mois qui suivirent virent Red perfectionner son art. Il apprit à boire sans jamais être ivre, à sourire sans jamais révéler ses pensées, à charmer sans jamais s'attacher. Ses gains au jeu lui permirent d'acquérir une garde-robe impeccable et des manières encore plus raffinées, créant ce paradoxe qui le caractériserait toute sa vie, un gentleman voyou, un aristocrate aventurier. Mais c'est lors d'une partie particulièrement tendue, en juin 1846, que Red fit la découverte qui façonnerait définitivement sa vision du monde. Son adversaire, un planteur respectable de Savannah, venait de perdre sa dernière plantation sur un bluff raté. L'homme, ruiné, se leva dignement. « Monsieur Butler, dit-il en tendant la main, vous avez gagné loyalement. Puis-je vous demander comment vous avez su que je bluffais ?» Red, touché par cette élégance dans la défaite, répondit avec une sincérité inhabituelle. « Monsieur Morrison, vous avez fait exactement ce que j'aurais fait à votre place. C'est précisément pour cela que j'ai su que vous mentiez. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, sous les magnolias de Charleston, Red comprit une vérité fondamentale. Connaître les autres, c'est d'abord se connaître soi-même. Et se connaître, c'est accepter ses propres contradictions. Il se découvrit capable d'une générosité secrète. Il s'était discrètement arrangé pour que Morrison récupère sa maison familiale, tout en cultivant une réputation de cynisme absolu. Il pouvait être une courtoisie exquise avec les dames respectables, tout en préférant la compagnie franche des femmes de mauvaise réputation. Il respectait les règles du jeu tout en méprisant ceux qui les avaient établies. L'été 1847 marqua un tournant dans sa vie. Red avait désormais 21 ans et une réputation sulfureuse mais respectée dans tout le Sud. Les pères de famille le craignaient, leurs épouses le trouvaient fascinant et leurs filles, leurs filles rêvaient secrètement de dompter ce cavalier insaisissable.
C'est à cette époque qu'il développa sa philosophie personnelle, une sorte de code d'honneur adapté à sa nature complexe. Il ne mentirait jamais à une femme sur ses sentiments, ou plutôt sur leur absence. Il ne tricherait jamais au jeu, mais userait de tous les avantages que lui donnaient son intelligence et sa perspicacité. Il aiderait ceux qui en avaient besoin, mais sans jamais l'admettre publiquement. La réputation, confia-t-il un jour à Belle, c'est ce que les autres pensent de vous. Le caractère, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. Je préfère contrôler la première et préserver le second. Belle rit, de ce rire rauque qui lui était particulier. Red Butler, vous êtes le plus honnête des menteurs que je connaisse. Et peut-être était-ce là le secret de Red. Dans un monde d'hypocrisie polie, il avait choisi d'être authentiquement ambigu. Il ne prétendait pas être meilleur qu'il n'était, mais il refusait également d'être pire que nécessaire. Quand, quelques années plus tard, il rencontrerait une certaine Scarlett O'Hara lors d'un barbecue chez les Wilkes, Red Butler serait déjà devenu l'homme qu'il resterait, un joueur qui connaissait la valeur de chaque carte, un cynique capable de tendresse, un réaliste qui gardait enfoui quelque part un cœur de romantique. Car après tout, seul un vrai romantique peut devenir un cynique aussi accompli. Et seul un gentleman véritable peut se permettre d'être un parfait vaurien. Les cartes étaient distribuées, la partie pouvait commencer.